Solveig Elly, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Le silence et la honte, sur ce que vous avez subi quand vous étiez plus jeune. Tout à fait. De la part de membres de l'Église catholique. Est-ce que vous avez fait ce livre comme on ferait une psychothérapie ou pour passer un message à d'autres, ou pour les deux peut-être? Oui, je pense que le livre que j'ai écrit avait cette double objectif. Le premier, très sincèrement, c'était effectivement pouvoir exorciser, pouvoir faire sortir ces 21 ans de silence, puisque donc quand ça m'est arrivé, j'avais 9 ans, que le parcours qui en a suivi, ça a été, on m'a demandé de me taire, hein, on m'a dit que c'était faux, on m'a fait interner à 11 ans. J'ai eu la chance d'avoir le médecin de l'hôpital psychiatrique qui a dit mais la petite puce là, elle a rien à faire là, donc je me suis retrouvée à la DAS. Donc ça a été un parcours très chaotique. Pourquoi la DAS? Parce que c'est pour les orphelins, non? C'est pour les orphelins, mais comme mes parents ne voulaient plus de moi chez eux, à partir du moment où effectivement j'étais sortie du carcan, puisque j'étais dans une famille très catholique, judéo-catholique. Donc tu avais trahi en fait. J'avais trahi en voulant parler. Ça avait été un clash énorme au sein de la famille. Et mes parents avaient tellement fondé leur système de fonctionnement familial sur la religion, que j'ai été, on va dire, c'était plus facile de se débarrasser d'un enfant que de remettre en cause tous les fondements de leur propre famille. Voilà. Donc le parcours qui a suivi, donc ça a été un parcours mélangé effectivement de silence imposé, de honte terrible, puisque quand on a 9 ans et qu'on vit des choses aussi terribles de la part d'un adulte, il y a une culpabilité automatique qui s'installe, et ça, je crois que toutes les victimes de ce type de pédophilie peuvent en parler aujourd'hui et dire que la culpabilité est vraiment le premier symptôme le plus lourd à porter. Ça va mieux maintenant à ce niveau-là? Oui, ça va beaucoup mieux. Justement, ce livre a été vraiment la possibilité le terme est un petit peu vulgaire, on va dire, mais de vomir, tout simplement. Vraiment, la première fois que j'ai eu le livre terminé dans les mains, j'ai vraiment eu une sensation très physique, c'est que mon histoire, elle était plus là, elle était là, elle était entre mes mains, ça y est, c'était... Et alors, est-ce que ton analyse sur l'Église catholique, du coup, toi, tu penses que c'est parce que les prêtres n'ont pas droit au mariage qu'ils commettent ce genre d'acte, ou c'est autre chose? Alors, on ne va pas dire que c'est parce que les prêtres n'ont pas le droit au mariage, parce que je dirais même dans la vie, en dehors de la religion, il peut y avoir des hommes qui resteront célibataires toute leur vie, qui ne se marieront jamais et qui pour autant n'iront pas violer les enfants. Maintenant, ce qu'il faut voir effectivement, c'est que malgré tout, il y a quand même un nombre assez important d'affaires de pédophilie au sein de l'Église. Donc là, c'était dans le cadre d'une communauté qui était, malgré tout, effectivement acceptée, adoubée par le Vatican. Mais il faut se faire une raison sur le fait qu'effectivement le principe du célibat des prêtres reste on va dire une porte ouverte à un vivier de certaines personnes et de certaines personnes qui vont effectivement rentrer dans ce contexte-là en se disant de toute façon le fait que je n'aime pas les femmes, ou le fait que je ne veuille pas avoir de femmes, et le fait que j'ai une préférence pour les enfants, ça ne choquera personne dans cette enceinte-là, puisque de toute façon les prêtres ne doivent pas être mariés.
je relèverai pas un grand débat qui est pour moi très important, c'est d'où vient le célibat des prêtres, pourquoi le célibat des prêtres. J'ai eu dernièrement, l'an dernier, un débat très intéressant avec Benoît Duquesne sur France 2, où je me suis retrouvée face à un évêque qui n'a pas su me répondre lorsque je lui ai dit, écoutez, quand vous avez des prêtres pédophiles, vous les mettez de côté en évitant qu'ils soient en contact avec des enfants, et quand vous avez des prêtres qui tombent amoureux d'une femme, vous les excommuniez. Oui, tout est dit. Alors, justement, ça, c'est pas dans la Bible. Toi, est-ce que tout ce que tu as vécu t'a éloigné de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, ou est-ce qu'il t'en a rapproché? Alors, très sincèrement, je ne suis plus chrétienne. Comme je vous le disais, j'ai eu une éducation judéo-catholique et mes racines à moi sont juives, et j'ai fait un retour très net vers la religion juive. Je suis juive aujourd'hui et je me retrouve beaucoup plus sereine. Je crois qu'on a l'âme juive ou on l'a pas, la mienne elle l'était, et je me retrouve aujourd'hui beaucoup mieux dans ma religion qu'auprès du catholicisme. Ça, c'est Jésus était juif aussi, Jésus était juif. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bourreau, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, ou à tes bourreaux, je ne sais pas. Pierre-Étienne Albert, oui. Donc il a été jugé en décembre 2011. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais porté plainte contre lui en 2001. L'affaire a été étouffée. En 2001 En 2001. Il était jugé 10 ans plus tard. J'ai porté plainte, non, tout simplement qu'en 2001, quand j'ai porté plainte, la juge l'a reçu comme témoin assisté et pas comme accusé. Il a avoué 15 autres cas. Ah bon? Et il est ressorti libre. Ah oui. L'affaire a été étouffée. Là, c'est plutôt un problème de la justice. Là. Voilà, l'affaire a été étouffée. Donc, les raisons pour lesquelles l'affaire a été étouffée, on les retrouvera plus au niveau des personnes très proches de l'État qui sont aujourd'hui et qui ont toujours été des mécènes de la communauté en question. Je nommerai pas de nom, mais... Je veux dire qu'il y a des réseaux qui sont à l'œuvre. Il y a des personnes très haut placées dans l'État qui sont des amis de la communauté et qui évitent que cette communauté... Mais qui sont catholiques eux-mêmes, alors. Ils évitent que la communauté ait trop de soucis. La communauté fait partie de la liste de la Mivilude, donc la mission interministérielle de lutte contre les sectes. Vigilance et lutte contre les sectes. Donc j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec Georges Fenech, où aujourd'hui la communauté des Béatitudes n'est pas qualifiée de secte, mais d'organisme à tendance sectaire. Voilà. Trop proche du Vatican pour pouvoir la qualifier de secte, je pense. Et trop proche de l'État aussi, ou au moins des personnes proches de l'État qui couvrent énormément la façon de faire de cette communauté. Donc j'ai porté plainte en 2001 contre Pierre-Étienne Albert. L'affaire a été étouffée, tout bonnement. Et donc en 2008, ce qu'il s'est passé, c'est que le 14 février 2008 exactement, j'ai allumé ma télé et j'ai vu Pierre-Étienne Albert à la télé qui faisait des aveux médiatiques et qui avouait avoir remis une liste de 57 noms, de 57 enfants abusés pendant 20 ans. Ça veut dire 40 de plus que ce qu'il avait avoué devant le juge. Et quand on arrivera au niveau du procès, donc 3 ans plus tard, on sera à 78. Le procès qui a eu lieu Qui a eu lieu en décembre 2011. D'accord. Donc en 2008, il fait des aveux médiatiques. Au moment de ces aveux, il précise qu'il fait des aveux médiatiques parce qu'une de ses victimes a porté plainte en 2001 et que la justice n'avait rien fait. En l'occurrence, toi. En l'occurrence, moi. Donc la liste des victimes étant sous couvert du juge d'instruction, les médias ne pouvaient pas avoir le nom des victimes, mais bien sûr, ils ont réussi à avoir le mien. Donc c'est là que je me suis confrontée à qu'est-ce que je fais. Pourquoi tu étais revenu sur ton idée de départ? Oui, pour moi, il fallait que je continue à vivre, donc on finit par mettre un mouchoir dessus. Et puis c'est fini, on ne parle plus. C'est terminé. Il faut avancer. J'étais maman de 3 enfants. Il fallait que j'avance. Donc là, moi, je lui en ai terriblement voulu, puisqu'une fois de plus, il me violait dans mon intimité, il ne me laissait pas le choix. Donc j'ai passé une période de dépression qui a été très lourde, et je me suis sortie de cette dépression grâce à ce livre, justement, en prenant la décision de dire bon, je ne veux pas que tout et n'importe quoi soit dit sur ce qui s'est passé là-bas, sur ce que j'ai vécu derrière. Donc je décide d'écrire ce livre et de parler à visage découvert au niveau des médias. Oui, c'est ça, au moment du procès. C'est pas évident non plus. Sur les 10 parties civiles, elles sont toutes arrivées. Moi, c'est une image que j'ai gardée vraiment très forte de ces 3 jours de procès. Elles rentraient tous les jours au tribunal par la porte de derrière, voilées. Ouais. Le premier jour du procès, où tous les journalistes étaient dans la salle d'audience, les 4 premiers rangs qui étaient réservés aux victimes, elles avaient toutes des voiles sur la tête.
pour cacher leur visage, des lunettes, et lui, il est rentré la tête droite. Et ça, moi, je ne voulais pas de ça. Il était hors de question que je baisse la tête, que je baisse les yeux devant lui. C'était terminé, ça. C'était plus à lui de relever la tête, c'était à lui de la laisser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce procès? Ce procès a été très très dur pour moi. Ça a été vraiment 3 jours terribles parce que j'ai entendu 57 histoires et 57 fois j'ai entendu ma propre histoire. Puisque c'est quelqu'un c'était un prédateur, qui réagissait toujours de la même manière, qui s'insinuait dans les familles, qui rentrait dans les familles, qui repérait l'enfant, rentrait dans l'enceinte de la famille et pour pouvoir avoir accès plus facilement à l'enfant. Donc ça a été quelque chose de très très dur. Il a été lui froid, impassible, distant, Il a lui-même dit « je m'en veux, c'est pour ça que j'ai fait ces aveux ». Pour autant, il a refusé d'avouer une partie des faits, notamment les viols. Mais tu disais qu'il a reconnu beaucoup plus... Il a reconnu le nombre des victimes, mais dans les faits, il n'a accepté de reconnaître que des attouchements. Il a refusé de reconnaître les viols, ce qui fait Parce qu'il sait que légalement, c'est pas le même traitement. C'est pas le même traitement, c'est bien pour ça qu'il a été jugé en correctionnel et non pas aux assises. S'il avait reconnu les viols, il était jugé aux assises. Donc il a été du coup effectivement jugé en correctionnel. Le maximum c'était 10 ans en correctionnel. Le procureur a requis... Ce qui est fou. Le procureur, 10 ans pour tous ces... Voilà. Le procureur a requis 10 ans, a demandé 10 ans. Le juge a dit « faut avouer à moitié pardonné », il a pris 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, a priori, il est dehors. Ah oui. Il est, bien sûr, 5 ans. Il est libéré, c'est-à-dire 5 ans, il aura libération conditionnelle. Voilà, libération conditionnelle. Incroyable. Voilà. Et alors, est-ce que tu en veux aussi au Vatican? Parce que a priori, je ne me rappelle plus la date, mais enfin, il me semble que Benoît XVI avait reconnu un certain nombre de choses et avait dit on prendra les sanctions qui sont nécessaires. Ce que je reproche au Vatican, c'est pour moi les trois saints. Je vois rien, j'entends rien, je ne dis rien. Quand ils se retrouvent dos au mur, comme on dit à l'armée, dos au mur face au con, on peut aller que de l'avant. Donc pour autant, ils se retrouvent à certains moments où des affaires comme celle-ci explosent, où ils font une sorte de mea culpa, ils nous sortent un petit bouquin sur la prévention de la pédophilie dans l'église, mais pour autant ils vont pas dans le fond du problème. Ils font des colloques, ils font des réunions avec des psychiatres, avec des médecins, avec moi ce que je leur ai reproché très clairement, notamment lors de ce débat, quand je me suis retrouvée face à Monseigneur, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'est que la place des victimes dans ces colloques, il est où? C'est que malgré tout... Toi, tu n'as jamais été invité à ce genre de colloque? Jamais, et aucune victime n'a été invitée. On est déjà très 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 peu à accepter de parler à visage découvert, ça c'est vrai, on est très peu. Pourquoi selon toi d'ailleurs? C'est la honte ou c'est aussi le... La honte reste quelque chose de très très dur. C'est très dur de se débarrasser. Est-ce que tu crains par exemple que des membres de la communauté des béatitudes t'en veuillent? Est-ce que tu as eu des menaces de leur part? Oui, j'en ai eu. Oui, j'en ai eu, bien sûr. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont reproché effectivement d'avoir parlé, d'avoir mis aujourd'hui dans ma propre famille. Mon père s'est suicidé quand il a su que donc mon livre s'est terminé en 2010. Mon père a envoyé un courrier en demandant à la maison d'édition Michel Lafon un droit de regard sur mon livre. Il a reçu l'accusé de réception, il a reçu la réponse des avocats de Michel Lafon le samedi 10 octobre exactement, où on lui disait qu'il n'avait pas le droit de regard sur le livre, et il s'est pendu le lundi suivant. Voilà. Donc ma propre famille, je n'ai de contact qu'avec une maman qui est malade aujourd'hui, et une petite sœur avec qui je reste en contact, qui elle-même était victime de Pierre-Étienne Albert. Et pour le reste, donc il a détruit ta famille, ah oui, totalement. Et il est dehors aujourd'hui. Il est dehors aujourd'hui. Voilà. Et concernant effectivement la position de l'Église vis-à-vis de tout ça, on reste vraiment sur du mitigé, sur du tout. Un problème comme celui-là, il doit se prendre à bras le corps. Donc c'est bien gentil d'avoir un pape aujourd'hui qui nous dit qu'il ne faut pas que les chrétiens ils baissent comme des lapins, mais ce serait bien qu'il commence par s'occuper de ses propres brebis. Donc le Vatican, la justice française, quand même. Christiane Taubira, là, on pourrait. Tu lui as demandé quelque chose de particulier? Non, je pense. Sincèrement, je sais qu'il y a une chose. Aujourd'hui, je suis maman de 4 enfants. J'aime
profondément mon pays. Et pour autant, il y a une chose de terrible pour moi, c'est d'être incapable de dire à mes enfants, vous pouvez avoir confiance en la justice de votre pays. J'en suis incapable. Et mes enfants le savent. Ce sera le mot de la fin, ou tu veux partir sur une note un peu plus positive? Oh ben la note positive, c'est que voilà, il y a d'autres. Aujourd'hui, j'ai quand même, mon combat à moi est terminé. C'est voilà, les choses ont été. La justice a quand même remis, même si la peine. Moi, je suis sortie de 20 ans de prison. Il n'en a pris que 5. Bon, l'équilibre n'était pas très respecté. Mais pour autant, les choses ont été remises à leur place. C'est-à-dire que je n'étais plus responsable de ce qui m'était arrivé. Je n'avais plus à avoir honte de ce qui m'était arrivé. La justice l'avait reconnu coupable. Il est reparti en mandat de dépôt avec les menottes. Ça, c'est une image qui m'a fait énormément de bien. Je suis sortie libre. J'étais plus l'accusée, j'étais la victime. Et ça, c'était l'étape la plus cruciale et la plus importante. Donc malgré tout, justice est passée quand même. Même si, voilà. Mais pour autant, pour moi, ce combat-là est terminé. Et tu es heureuse aujourd'hui ? Je suis une femme comblée, je suis une femme heureuse, je suis une maman. On ne peut plus ravie, mais je reste une femme engagée et je crois que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et pour autant, il y a d'autres combats aujourd'hui sur lesquels je m'attelle maintenant. Tout à fait, et notamment avec Jean-Louis Cacomot. Donc on renvoie une autre interview qu'on a faite avec toi et Jean-Louis. Pour les gens qui regarderont cette interview, ils peuvent regarder également le combat que tu mènes pour Jean-Louis Cacomot. Qui est aussi un combat de liberté et de justice. Solveig Elly, merci et bravo. Merci à vous.